Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. J'ai un peu de temps devant moi ce soir et ça fait un moment que ça n'a pas été le cas. Et puis du coup, je suis allé à m'emmerder un peu sur Twitter et je me suis fait challenger par une question qui en soi me paraissait stupide à la base, mais ne l'est pas tant que ça. En tout cas, je pense qu'il y a un aspect intéressant à couvrir par rapport à ce sujet-là. Je vais vous mettre en contexte très rapidement. Je discutais avec quelqu'un de probabilité de voir les patterns de Wyckoff qui sont clairement en cours sur Bitcoin actuellement dans le range dans lequel on évolue depuis pratiquement 6 mois. Donc on va écaler un petit peu tout ça, et effectivement les arguments sont recevables. Moi effectivement je vois clairement la pratique de Wyckoff ici, j'y vois tous les éléments d'une pattern de ce qu'on appelle réaccumulation, et on va donc essayer de revoir un petit peu tout ça. Donc je voulais remettre ces choses-là à leur place, parce qu'il me semble que dans le contexte actuel, donc je vous le rappelle, il n'y a rien à faire sur vos portefeuilles d'investissement sur les zones actuelles, je ne le redirai jamais assez, toute l'analyse technique le prouve. Donc à partir de là, si vous arrivez à appuyer sur des boutons pour une raison X ou Y, c'est que vous cédez à la manipulation des cours, ou en tout cas à l'envie d'appuyer sur des boutons absolument non nécessaires. Donc encore, on va le redire, aucune action n'est requise pour toute personne ayant un portefeuille de moyen long terme sur des cryptocurrencies, particulièrement Bitcoin, ainsi que les autres. D'accord ? En découle de cela beaucoup d'autres choses, puisqu'on pourrait éventuellement faire la même analyse sur Ethereum, mais ici on va rester vraiment sur Bitcoin pour répondre à cette question. D'accord ? Donc, on se remet en contexte, je parle bien des accumulations de Wyckoff dans lesquelles nous sommes depuis, grosso merdo, le sommet actuel, pratiquement sommet de cette année, avril 2023, avec donc un petit overshoot dans la session estivale en juillet, typique, encore une fois, de ces débordements de support et de résistance qui caractérisent si bien nos patterns de Wyckoff. Bon, encore une fois, ici, donc, comme on a un range très très plat, à la volatilité très faible, au volume d'échange quasi inexistant, et voilà, là, belle définition pour se dire qu'on a peut-être affaire à quelque chose similaire à du Wyckoff. Je vais tout de suite enfoncer la porte ouverte avant d'aller plus loin. La beauté de Wyckoff, c'est qu'évidemment, ces patterns sont très difficilement exploitables pour obtenir les points hauts et les points bas. Tout simplement parce que, laissez-moi 2 minutes pour vous montrer toutes les variantes techniques de cette pattern. Hop, voilà, hein, donc vous avez donc l'accumulation qui peut prendre 2, 3, 4 schémas, d'accord ? Vous avez la réaccumulation qui peut prendre 1, 2, 3, 4 schémas, etc. Bref, je vous en passe, d'accord ? Donc il y a plusieurs variantes de chaque pattern. Il y a donc 4 patterns, d'accord ? La pattern dite celle que vous entendez en tout cas le plus souvent, donc la pattern de distribution, c'est-à-dire celle qui consiste à fabriquer le sommet d'un marché, c'est exactement celle qui était à l'œuvre d'ailleurs sur le sommet du Bitcoin l'année dernière, de mémoire, même 2021, hein, enfin on va dire mi-2021, oui c'était même 2021, donc sur ces patterns-là, hein, là il y avait une magnifique pattern de Wyckoff, une accumulation de Wyckoff derrière, donc encore une fois, les patterns de Wyckoff en accumulation et en distribution sont des patterns qui fabriquent des creux et sommets majeurs, et derrière vous avez des patterns intermédiaires qui sont dites de réaccumulation ou redistribution, d'accord, selon qu'évidemment elles se produisent au nord ou au sud. Bon, à partir de là, si on sort de ce jargon, etc., et qu'on comprend, tout comme je vous le dis souvent, par exemple, pour les délires du genre Elliott Wave et des trucs comme ça, il y a tellement de variabilité que c'est probablement très compliqué de tirer quelque chose de bénéfique de tout ça. Donc, encore une fois, une pattern de Wyckoff, la seule chose que vous devez en retirer, c'est pas « Ah putain, comment je trouve le point bas et le point haut ?» C'est probablement improbable. Par contre, la réalité, c'est que vous pouvez tirer une seule et vraie information, c'est que vous êtes en train de vous faire baiser le cerveau. D'accord ? La but d'une pattern de Wyckoff, ce sont des patterns de market making, c'est-à-dire quand le teneur de marché, le market maker, on dit d'un market maker pour la définition simplement, est un market maker une personne qui détient suffisamment du supply en circulation pour pouvoir orienter les prix. Par orienter les prix, la frontière est mince entre orienter et manipuler. D'accord ? Là, je vais mettre tout de suite les 2 pieds dans le plat. Quand on parle de Wyckoff, on parle de manipulation. C'est-à-dire, le but ici, c'est clairement de fabriquer un sentiment opposé à ce que fait le broker. C'est-à-dire, quand on parle de réaccumulation, c'est-à-dire que le broker manque de supply et qu'il fait tout pour en trouver. Quand on parle de redistribution, c'est que le broker a trop de supply et qu'il doit se démerder de le vendre. Quand on parle d'accumulation, c'est que le broker re-renchérit son supply après, généralement, l'avoir vendu. D'accord ? Quand on parle de distribution, c'est que justement le broker s'est posé contrepartie à acheter vos machins et du coup, il doit s'en débarrasser. Ok ? Voilà, c'est tout simple. Quand vous comprenez ça, vous comprenez l'essentiel de ce qu'il y a à savoir dans Wyckoff. Une pattern de distribution, c'est quand j'ai récupéré pas mal de supply et que je dois m'en débarrasser au meilleur prix et que je dois donc trouver des acheteurs.
sur des prix relativement élevés. Quand j'accumule, ça doit dire je dois trouver des vendeurs pour reconstituer mon supply, d'accord, après l'avoir vendu dans la phase de baisse. Je vous rappelle, en général, quand les prix baissent, les traders achètent, hein, c'est la base du truc. Voilà, donc je sais que la plupart des gens vous disent trend is your friend quand ça monte. Non, c'est une connerie, d'accord. Un trader, normalement, il achète un marché qui baisse et il vend un marché qui monte, parce que qui monte. Pardon, j'entends plutôt dire, il va acheter des prix bas, il va vendre des prix hauts, d'accord. Donc, de base, encore une fois, le broker doit donc arriver à vous convaincre de faire l'inverse, d'accord. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Dans la redistribution et la réaccumulation, on traite toujours donc à l'intérieur d'une structure de prix déjà tradée, d'accord. Donc, en l'occurrence, quand on parle de réaccumulation, on parle donc d'une zone déjà traitée. Ici, s'il y a une Wyckoff, c'est forcément redistribution ou réaccumulation. D'accord ? Puisqu'on n'est pas sur un creux ou sommet majeur, ayant déjà été fait. Ici, vous avez la magnifique accumulation, et ici, vous aviez la magnifique distribution. Donc là, c'est réaccumulation ou redistribution. La question qu'il faut donc se poser, que fait le market maker ? Puisqu'ici, on a clairement toutes les métriques d'une Wyckoff. Alors, comme je vous dis, après, amusez-vous si vous voulez savoir si c'est la variante A, B, C, W, mes couilles, ou simplement, vous vous dites, bon, j'en ai rien à foutre, je vois juste qu'il y a une Wyckoff, donc je sais qu'il fait tout pour essayer de me faire trader, je fais tout pour évidemment ne pas trader, et je me pose la question donc de savoir, est-ce que le broker est en train de redistribuer ? Ça veut dire, il a un peu trop de supply, ça le fait chier, il pense que les prix vont baisser, donc il faut qu'il se débarrasse de ce supply. Et évidemment, il faudra le réaccumuler ici, hein. Enfin il faudra accumuler de nouveau. Je rappelle, le broker il s'en fout de savoir où vont les prix de marché, il faut juste qu'il ait suffisamment de supply, et il ne faut pas qu'il en ait trop, d'accord, pour pouvoir faire tourner le casino. Le casino, c'est tout simplement tous les gens qui vont parier à l'achat et à la vente et qui n'ont pas pour volonté nécessairement de détenir les actifs, d'accord. Quand vous pariez sur des produits futurs, etc., et tous ces trucs-là, le broker, il doit avoir la contrepartie. Et encore une fois, tant mieux si derrière, vous ne la demandez pas, hein. Je vous rappelle, pour un broker, quand vous achetez son supply et que vous l'enlevez de l'exchange, sa liquidité diminue et c'est son revenu. Je vous rappelle, un broker ou une banque, tout ce que vous voulez, le business number one de ces gars-là, c'est liquidity as a service. Concrètement, leurs revenus sont proportionnels à leur liquidité. Donc, c'est très important pour eux, quand il y a trop de liquidité et qu'il n'y a pas assez de demande, de trouver des gogoles à qui vendre cet excès de supply. Quand évidemment la plupart du supply s'est fait acheter dans la phase de baisse et qu'au final on se rend bien compte que ça va devoir remonter, donc il va falloir retrouver du supply, il faut trouver des cons capables de vendre sur le bottom. Et entre les deux, on réaccumule, on redistribue. Bon voilà, si vous avez compris ça, donc c'est très bien. Maintenant, pourquoi dans ce cas-là, si je vous parle de tout ça, il y a un but, d'accord, c'est de dire donc les réaccumulations et les redistributions, elles se produisent toujours sur des zones d'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien balader des cons à l'intérieur d'un range. Donc comme je vous dis souvent, ces réaccumulations et ces redistributions, elles se produisent au sein d'un range. Stop, bottom, d'accord. Donc là, très simple, on parle de l'accumulation à la distribution, c'est relativement simple. De toute façon, on a les bornes de notre range, on va faire simple. Ce qu'il faut comprendre, d'accord, c'est que concrètement, d'accord, dans un range, le but du broker, c'est d'arriver à vous faire vendre en bas et acheter en haut, d'accord. Donc en soi, la médiane de ce range, c'est 42 000 $. Ok ? Ça veut donc dire que quelle est la probabilité statistique qu'un broker essaye de vous manipuler pour accumuler du supply dans la partie haute d'un range ? C'est très faible. La plupart du temps, d'accord, le broker, ce qu'il va vouloir ici, c'est distribuer du supply, et là, plutôt à accumuler. Donc, est-ce que déjà, statistiquement parlant, bêtement sur cette simple analyse, par rapport au positionnement du range, le broker ou les brokers, qui clairement sont en train de faire ces patterns de Wyckoff, ont plus de chances de chercher à réaccumuler du supply ou à le redistribuer ? Bon, c'est tout con, mais encore une fois, la probabilité ici, elle est tout sauf symétrique. Celui qui me dira « mais t'en sais rien, tu peux pas prédire l'avenir ». Non, je ne prédis pas l'avenir, je dis juste « les brokers n'ont aucun intérêt physique à chercher à redistribuer un supply dans la partie basse d'un range ». D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit ici, c'est pas 50-50. Il y a beaucoup plus de chances déjà que ce soit une réaccumulation plutôt qu'une redistribution par cette simple explication ici. D'accord ? Le broker, il accumule dans les bas de range et il vend dans les prix élevés, donc dans les hauts de range. Deuxième chose, comme on l'a dit, il s'agit d'une histoire de volume. Donc, il y a bien une chose qui me paraît importante pour que vous compreniez l'essence de ce truc-là, c'est que donc, c'est une histoire de manipulation des prix par des teneurs de marché dont le business dépend principalement de la quantité de liquidité qu'ils possèdent. Il ne faut pas qu'ils en aient trop peu, il ne faut pas qu'ils en aient trop. Donc, ils essaient d'arbitrer ça. Et bien, regardons ce que les exchanges possèdent. D'accord ? Donc,
on voit bien que malgré la tentative de manipulation ici, c'est-à-dire la structure d'accumulation, le supply dans les exchanges continue de se casser la gueule depuis octobre-janvier 2023, ok. Et depuis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Forcément, là, les brokers se sont fait encore sucer de la liquidité, au point où aujourd'hui, en termes relatifs, on est à 9% du supply en circulation dans les exchanges. C'est ce qu'on appelle un supply critique dans le marché traditionnel. Normalement, je vous dis, si on a ce qu'on appelle un float, donc l'équivalent d'un circulating supply en exchange, donc prêt à être échangé, disponible, on va dire, en tout cas à l'échange, inférieur à 15%, c'est le moment où justement on commence à appliquer des premiums sur la volatilité elle-même, et surtout, donc, on va dire des premiums à l'achat. C'est de dire qu'il va y avoir dans ce cas-là un effet multiplicateur pour chaque dollar qui va rentrer. Bon, évidemment, plus le supply se réduit, plus cet effet multiplicateur augmente. En dessous de 15, on commence à introduire ce fameux premium. En dessous de 10, le premium est clairement sensible. En dessous de 5, on est sur ce qu'on appelle un supply critique, c'est-à-dire que toute demande va être explicitement traduite par une hausse du prix que va proposer le broker aux acheteurs, parce qu'il commence à ne plus avoir de supply. En dessous de 5, on dit c'est panique à bord, putain, mon supply, donc ma source de revenus, n'est pas là, comment je peux me démerder d'en avoir ? D'accord ? Donc encore une fois, c'est là qu'on va voir des réaccumulations. Donc là encore, d'un point de vue supply, très peu probable d'obtenir une réponse de redistribution. Le broker a déjà pas de fonds. Qu'est-ce que tu crois qu'il va aller les redistribuer ? Il faut être malin, encore une fois. On est en dessous de 10% de supply. Il n'y a pratiquement aucune chance légitime que les brokers soient en train de distribuer ce supply. Et tu veux qu'ils fassent quoi ? Qu'ils s'en séparent encore dans l'objectif d'en avoir plus après ? Mais c'est un dangereux pari dans une tendance haussière d'imaginer que les mecs vont vendre plus bas. Il faut que tu sois extrêmement doué pour arriver à redistribuer ici en arrivant à réaccumuler, dans ce cas-là, plus bas. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que si les brokers sont en train de distribuer le peu de supply qu'il leur reste encore aujourd'hui, après avoir déjà tout fait pour essayer d'en accumuler là sans réussite, si vous vous dites ils sont en train de vendre ici les 9% qui leur restent parce que dans ce cas-là ils pensent qu'ils vont pouvoir faire mieux que l'été dernier, enfin mieux que que novembre 2022, FTX, catastrophe, tout le monde pensait qu'on allait crever, etc. Je vous dis juste, encore une fois, c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Alors oui, il y a des gens qui pensent à cette thèse, effectivement, d'un bitcoin inévitablement à 10-12 000 $, et là, évidemment, tout le monde va paniquer et vendre ses bitcoins. Vous êtes vraiment sûr de ça ? Moi, personnellement, je pense que la plupart des gens qui détiennent des bitcoins aujourd'hui, à 12 000, ils n'en feront rien de plus de moins, ils s'en battent les couilles. C'est juste de dire, il y a pratiquement, à mon sens, très peu de probabilité réellement d'obtenir des vendeurs ici, même avec toutes les manipulations qui soient. Vous avez déjà mangé un bear market express, d'accord, 77% de baisse en moins d'un an, je peux vous dire que sur le moral d'un investisseur, ça fait mal. Vous avez mangé une Wyckoff de toute violence ici, avec tout le news flow à chier qu'ils ont pu construire pour vous faire vendre, et vous n'avez pas vendu. Et maintenant, vous croyez que, ça y est, avec une petite Wyckoff, ils arriveront à vous baiser la gueule, et ils vont vendre le peu de supply qu'il leur reste pour espérer acheter plus bas ? Vous réfléchissez 2 secondes à la connerie de tout cet enchaînement que je viens de faire. C'est pas logique, ça fait pas de sens. Ça veut pas dire que ça va se produire. Je dis juste encore une fois, les probabilités sont asymétriques. Des vérifications on-chain sont là pour attester qu'il y a très peu de probabilités que ce soit en une redistribution. Il n'y a déjà pas assez de supply. Donc c'est plutôt l'inverse. Ils sont en train de réaccumuler, vous baissent la gueule, et le pire, c'est qu'ils n'y arrivent pas. D'accord ? Le supply ne revient pas. Avec toute la panique qu'ils arrivent à créer sur ces structures, la réalité, c'est que le supply s'en va encore. Et c'est là où je vous dis, faites attention. Si vous combinez toutes ces informations, je ne dis pas que je connais l'avenir, je dis juste qu'il y a bien une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que si jamais les prix sortent par le haut de cette structure, donc la confirmation que c'était bien une réaccumulation plus qu'une redistribution, d'accord ? Je ne parle pas de ressortir pour peser tout le monde encore une fois. Je rappelle, les Wyckoff sont infiniment complètes. Si c'est juste revenir à 32 000 pour rejeter encore une fois, ce n'est pas une sortie. Si on a une sortie directionnelle avec des volumes, qu'est-ce qui va se passer ? Encore une fois, ça va baisser. Ça veut dire que les gens vont acheter le supply des exchanges et probablement le sortir encore. Ça veut dire qu'on va avoir encore plus de baisse. Si c'est bien ça qui se produit, attention, je n'ai pas dit que c'était une certitude. Je dis juste que là encore, on a affaire à une pseudo-tendance qui est quand même en cours depuis 2021. Le supply en circulation dans les exchanges et se fait vider littéralement malgré toutes les techniques de manipulation employées. Ce que je dis simplement, c'est que, encore une fois, il y a un moment donné où on va passer proche des 5%. À 5%, chaque dollar acheté va avoir un premium en effet sur le prix qui va être extrêmement violent. Je dis juste encore une fois, la conséquence de l'avertissement que je dis aujourd'hui, c'est que si c'est moi qui ai raison,
et j'ai pas dit que je connaissais l'avenir, et que c'est une réaccumulation, et qu'elle échoue aussi lamentablement qu'elle semble être le cas, c'est-à-dire que tout comme la velléité qu'on a pu obtenir à l'époque de tentatives de manipulation, la seule chose qui s'en conduit derrière, c'est toujours plus de drainage de la liquidité hors de ces exchanges. Il y a un moment donné où ces exchanges fournissent des prix et que ces prix vont devoir refléter la disparition de ce supply. Et là, mes gars, c'est l'offre et la demande à sa forme la plus pure. C'est pas possible de créer du supply fictif de Bitcoin. D'accord ? Dans le marché traditionnel, comme toutes les actions de toute façon sont détenues par ces market makers, vous pouvez en acheter un titre de propriété, mais de toute façon, vous devez les garder dans un exchange. Autrement dit, le market maker, il a le supply qu'il veut, puisqu'il peut vendre l'action que vous possédez, il faudra juste qu'il la rachète plus tard pour vous la rendre si vous la demandez. Mais la plupart du temps, vous ne la demandez pas, donc il s'en fout, il fait à peu près ce qu'il veut. Encore une fois, dans le marché tradi, les capacités de manipulation sont surveillées, encore une fois, il y a des audits, etc. Mais toutes les banques se sont à peu près toutes fait choper pour des manipulations semblables. Donc, encore une fois, c'est connu, ça se fait, même si c'est surveillé. On ne parle pas donc de dire c'est un marché de tricheurs, etc. Non, mais il y a toujours eu des tricheurs et il y en aura encore. La différence, c'est qu'ici, personne ne peut tricher. D'accord ? Alors oui, vous pouvez voir une whale qui d'un coup va vous faire j'ai déposé 50 millions de bitcoins chez Kraken, puisque j'ai vu pas mal de tweets circuler sur des conneries du genre pour dire il y a des vieux wallets de 4-5 ans qui ont enfin bougé, mais ils n'ont pas bougé, ils ont bougé pour aller déposer chez Kraken. Qu'est-ce qui vous dit que ces wallets ils vendent ? Non, c'est pas parce qu'ils ont déposé dans les exchanges, vous voyez que ces dépôts sont relativement insignificatifs dans la tendance de fond. Donc avant de tirer des conclusions, mettez les choses en perspective. Et surtout, qu'est-ce que ça vous dit ? Que ce gros wallet, il va vendre ? Oh les gars, un gros wallet, c'est un mec qui a 50, 60 millions. Vous croyez qu'il trade comme un gros débile et qu'il va se laisser faire par une Wyckoff ? Non, c'est probablement un mec qui a un gestionnaire derrière. Et vous croyez que les gestionnaires, ils connaissent pas les patterns de Wyckoff ? Ils savent probablement très bien tout ce que je vous ai dit avant, à savoir, on est dans la partie basse d'un range, donc un gérant, il sait très bien qu'on ne vend pas dans la partie basse d'un range, d'accord ? Surtout si on possède une part relativement significative du supply, on ne va pas se séparer de ça dans la partie basse du range, il ne faut pas être débile. Donc il y a peu de chances que ces gars-là aillent dans les exchanges pour vendre dans la partie basse d'un range, il y a peu de chances que ces gars-là n'aient pas vu tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les exchanges se font vider de l'espace. Donc il y a bien une chose que vous ne savez pas par exemple, c'est que quelqu'un qui possède une part significative du supply et qui la dépose dans un exchange, ça peut souvent être ce qu'on appelle un deal, c'est-à-dire que en soi, ce gars-là, il va être payé, il va apporter sa liquidité à l'exchange, qui galère sa mère pour l'obtenir, puisqu'il n'arrive même pas à vous les faire vendre vos putains de tokens. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va payer quelqu'un. Ça va être un taux d'intérêt pour un dépôt de Bitcoin d'une certaine durée pour pouvoir continuer à allumer le casino. Tout simplement, un broker qui n'a plus vraiment beaucoup de liquidité ou qui a besoin d'un apport de liquidité va payer pour obtenir cette liquidité. Et ça, je vois personne qui le dit. Ah non, oui, c'est forcément un gros wallet qui dépose chez Kraken, égal, il va vendre. Mais vous êtes teubé ou quoi ? Enfin, réfléchissez une seconde. C'est pas significatif. Ça fait pas de sens. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire. Ça veut dire, encore une fois, d'un pur point de vue objectif et financier, d'un point de vue probabilité, c'est clairement plus probable que cette liquidité, elle soit là pour être mise à disponibilité de l'exchange, temporairement, avant de la récupérer, d'accord ? Et évidemment que ça ne va pas être gratuit et que ça va coûter une burne à l'exchange de payer ça, plus que l'inverse. Ça fait pas de sens, un gros wallet qui va se séparer de ses bitcoins. Oh, vous réfléchissez une seconde, un wallet qui a 5 ans d'historique. Je sais plus combien c'est, j'ai pas vu sur les tweets. Ça veut dire, le mec, il a acheté des bitcoins en 2015-2016, il a déjà vécu 2 bear markets, et vous croyez que le gars, il est assez con pour vendre dans la partie basse du range ? Mais réfléchissez une seconde. Ça fait pas de sens. Donc vous faites ce que vous voulez. Moi je dis juste, effectivement, je m'inquiéterais si des gros wallets se mettent à déposer dans les exchanges avec des prix supérieurs à 40 000 $. Là, je sais qu'ils vont peut-être vendre. Mais ici, ils vont rien vendre. On est sur les médianes de range, encore une fois, sur tous les time frames, entre le mensuel et l'hebdomadaire, on est sur des zones médianes partout. Si vous croyez que la smart money, elle est assez con pour faire quelque chose d'autre dans les zones médianes que d'apporter de la liquidité, je ne sais pas trop ce qu'il va falloir apprendre dans le trading, mais c'est la base en fait. La smart money, les gros holders dans les ranges, qu'est-ce qu'ils font sur les médianes ? Ils apportent de la liquidité. Oui, c'est tout. Ils sont ni en train d'acheter ni en train de vendre. Donc il faut faire attention aux conneries que je vois circuler à droite à gauche avec un tout petit peu de compréhension du milieu financier. Et Dieu sait que je n'ai pas la prétention de dire que je comprends tout. Mais en disant, j'en ai quand même appris pas mal des trucs pour vous dire, ça fait pas de sens. Voilà, donc on fait attention, ok ? Oui, il y a clairement du Wyckoff à l'œuvre. Ça veut dire que les brokers essaient de faire quelque chose
Et ils essaient avec leur bonne vieille technique, comme je vous dis, les Wyckoff sont des patterns qui n'existent que parce qu'encore une fois, elles sont efficaces, d'accord? C'est de dire concrètement, quand tu veux essayer de faire faire à quelqu'un l'inverse de ce qu'il devrait faire avec son cerveau, tu fais ça. D'accord? Pourquoi il y a autant de variantes dans Wyckoff? Parce que Wyckoff est dépendant de ce que vous faites. Une pattern de Wyckoff, elle se construit au fur et à mesure que vous êtes en train d'agir. Autrement dit, il n'y a pas de prédisposition pour prévoir une pattern de Wyckoff. Elle se produit en fonction de ce que vous faites. Le but étant de vous mettre dans des contextes très psychologiquement tendants au fait que dans ces environnements-là, on sait que ce sont les environnements les plus efficaces pour générer des mauvais trades. Concrètement, j'ai besoin de retrouver du supply, il n'y a pas de gros vendeurs parce qu'ils ne sont pas assez cons pour le faire, donc il me faut manipuler des petits débiles. Tout comme, qui est assez con ici pour acheter du Bitcoin? Vous croyez qu'un mec qui a un portefeuille à 60 millions, il a acheté du Bitcoin à 56K? Non, il a un putain de gestionnaire derrière qui lui aura dit de ne pas le faire. Qui lui aura dit, attends, on y va doucement, voir si on achète à 30 000, on attendra un repli, etc. D'accord? Il y aura une gérance qui est faite par des gens dont c'est le métier de ne pas tomber dans les patterns de Wyckoff. Donc, encore une fois, ne prenez pas les gros richoux pour des débiles. C'est pour ça qu'on dit souvent que de toute façon, l'argent va des impatients vers les patients. Parce qu'il y a bien une chose que tout professionnel de la finance sait, c'est que la vertu du trader, c'est la patience. Donc apprenez à comprendre que ce que Wyckoff nous envoie sur les time frames daily, etc. actuellement, c'est une leçon de patience et non pas une leçon de forecasting du turfu parce qu'il y a je sais quel triangle ou troyenne ou machin ou moyenne qui se fait baiser la gueule. Tout ce que vous devez voir, c'est que sur les time frames où la valeur s'exprime, d'accord, et là on s'en fout du broker et de savoir s'il veut faire ce qu'il veut, il ne peut pas lutter contre la valeur. La valeur, elle est sur la zone la plus indécise qui soit, dans des tendances de fond haussières. Donc là encore, ça ne fait pas de sens de faire des forecasts baissiers. Les asymétries sont clairement à l'achat. Par asymétrie, j'entends pas futur, j'entends juste, quitte à prendre un pari, vaut mieux prendre celui qui a le plus de chances de se produire. Et j'ai pas parlé de probabilité de l'ordre de 80-20, je dis juste, c'est plus que 50-50 dans le sens haussier, point barre. Donc s'il y a bien un pari à prendre, c'est celui-là. Deuxio, ça fait peu de sens d'un point de vue à la fois volume et market making d'imaginer ici une redistribution. Ça sent plus la réaccumulation pour tous les éléments que je vous ai mentionnés. Et enfin, pour terminer, la seule leçon que vous devez tirer quand vous voyez ces patterns de Wyckoff, c'est pas d'essayer de prévoir le spring de je sais pas quoi de mes couilles, mais juste de dire on fait tout pour vous baiser la gueule, faites au moins l'effort de ne pas le faire. Ok? Le but de ces patterns, c'est de réaccumuler votre supply. Donc, ne le vendez pas. C'est tout. Ne faites pas l'erreur du piège qui vous est tendu et patientez. Bordel, les graphiques le disent. Pourquoi certains n'arrivent pas à s'en tenir à ça? Je ne comprendrai jamais. Alors oui, ça peut venir effectivement d'un manque d'expérience et Dieu sait que moi aussi j'ai manqué d'expérience à l'époque et que je suis tombé dans ces panneaux aussi à l'époque. J'aurais aimé que quelqu'un au moins m'ouvre l'esprit à la probabilité de ces trucs-là. J'ai ce que j'essaye de faire pour vous. Certains disent après que je vous manipule et que je suis permaboule et nique sa mère. Je dis juste, bordel, j'essaie de vous apporter des éléments objectifs, qui sont des éléments que j'invente pas comme ça là sur le tas, mais que j'utilise depuis 10 ans, d'accord, qui n'en ont rien à foutre du Bitcoin en tant que tel, et que j'appliquerai sur n'importe quel autre marché. D'accord? Quand vous voyez une Wyckoff, c'est qu'il y a une tentative de manipulation. Quand en plus de ça, vous voyez effectivement que le supply du broker, puisque la beauté ici, c'est qu'on peut tout voir on-chain, il est strictement faible, ça fait peu de probabilité d'imaginer qu'il est en train de faire autre chose que d'essayer de vous faire vendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous connaissez et que vous tirez de cet environnement-là? C'est pas « Ah ben j'achète bro to the moon, je vais anticiper le broker ». C'est plus de dire « Putain, ne cédez pas ». Vous bougez pas, il n'y a rien à faire ici, ne vous faites pas manipuler, ne surtout pas vous mettre à dire « Ah, mais ça va casser le support, du coup je vends et je rachèterai, je sais pas quoi ». Non, tu bouges pas, tu fais rien et tu le laisses s'amuser, le broker, tu le laisses jouer avec la montre. C'est pas ton problème, touche pas. Voilà le message que je vous envoie. Je parle de ceux qui font de l'investissement, encore une fois, hein, ceux qui font joujou à court terme avec la volatilité, je m'en bats les couilles de ce que vous faites, mais retenez le message là encore, Wyckoff égale, vous jouez contre un broker qui détient
X fois plus de supply que vous. Il fait ce qu'il veut, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, les patterns de Wyckoff ne sont pas prédictives, elles sont adaptatives. Ça veut dire que s'il y a plein de gogoles qui arrivent à se convaincre que ça va casser le support, je sais pas quoi, hop, le broker il remonte. Il s'en fout, le but c'est juste de récupérer du supply. Si vous êtes assez con pour vendre sur le support, il prendra votre perte pour acheter le supply plus cher. Donc arrêtez de prévoir quoi que ce soit. Je suis mort de rire de voir le nombre de gogoles qui prévoient tout et n'importe quoi en ce moment, quand clairement, objectivement parlant, il s'agit de patterns de manipulation de la psychologie, dans le but de réaccumuler un supply. Donc, ne cédez pas, ne cherchez pas à anticiper, ces patterns ne peuvent pas être prévisibles. Elles se comportent et elles évoluent différentes structures en fonction de l'activité de trading. Autrement dit, mis à part si vous avez accès aux données de trading pour voir qui est en train d'acheter et de vendre sur les exchanges, ce que vous n'avez pas, hein, d'accord, que savoir où sont positionnés les ordres stop, etc. Il n'y a que le broker qui voit tout ça. Et c'est lui-même, dans sa tambouille interne, qui va décider où il va bouger le prix pour maximiser la réaccumulation de son supply. Et il va prendre autant de temps qu'il peut pour le faire. Jusqu'à ce que soit il n'y arrive plus, et dans ce cas-là, il va acheter ce qu'il peut avant que les copains le fassent. Et dans ce cas-là, c'est ce que je vous répète souvent, le jeu des chaises musicales. Un broker, c'est jamais un broker qui fait le marché. Il y a plein de brokers et ils sont tous en compétition pour la même chose, un supply. Il y a un moment donné où quand le premier commence à tirer et à s'asseoir parce que la musique s'arrête pour lui, les autres commencent à comprendre et s'assoient aussi. Quand les nombres de chaises est limité et que des gars comme ça doivent se battre pour récupérer un supply, ça ne va pas être beau à voir. Donc ce que je vous dis, c'est faites attention à la volatilité. Si je ne me plante pas et que ces 9% de supply commencent à être attaqués par certains brokers chez la réserve d'autres brokers, ça va monter vite. Si en plus de ça, les retail et la smart money continuent d'accumuler et de dépliter complètement la réserve des exchanges, il y a un moment donné où quand ils vont passer sous 5% de supply, vous allez pleurer vos races. Parce que là, vous allez comprendre ce que c'est qu'un effet multiplicateur. Si à ce moment-là, les retail décident d'entrer, je vous donne juste pourquoi je suis très inquiet sur la volatilité de Bitcoin, parce que, admettons qu'on va chercher cette fameuse zone de vente et qu'on le fait de façon très débile, avec 50% de hausse en 24 heures, c'est tout à fait faisable. Je vous le rappelle, quand les brokers vont retirer leur liquidité par peur de se la faire piquer par les copains, ça va vite monter. Chaque dollar d'investissement, en plus avec des effets de marge, aura 2, 3, 4 dollars de hausse sur le prix en effet derrière. Donc on fait attention, encore une fois, ça peut monter très très vite quand la liquidité est faible. Surtout quand en plus on joue aux chaises musicales, c'est-à-dire que les brokers vont commencer à s'arbitrer les uns les autres. Ça va pas être joli. Je dis, c'est un milieu de requins, quand ils commencent à se bouffer entre requins, parce qu'il n'y a plus assez de poissons à bouffer dans la mer, il y a du sang qui coule. Et voilà, donc on fait gaffe. Ce que je vous dis derrière, c'est que si en plus de ça, ici, ils n'arrivent toujours pas à retrouver de supply, comme j'ai dit, si ici ils tentent éventuellement de réaccumuler à nouveau sur une zone acheteuse, d'accord, enfin sur une zone vendeuse, là, il y a peut-être des chances qu'ils trouvent des vendeurs, mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe par contre s'il y a encore plus de petits acheteurs qui récupèrent tout ce supply. C'est ça, moi, qui me fait le plus peur. C'est que je sais que ce cycle se termine mi-2024, j'en connais pas la nature, je dis juste que si on commence à voir les mêmes débiles du momentum s'engouffrer ici en mode Bitcoin à 100 millions, etc., et qu'ils achètent tout le supply que la banque n'ait pas réussi à acheter, ça va saigner, les gars. Parce que, encore une fois, tant que vous le faites sur des produits dérivés, le broker peut se porter contrepartie autant qu'il peut. Et encore une fois, il ne peut pas faire ça sans limite. Par contre, si jamais vous achetez ces fucking tokens et que vous demandez un retrait des exchanges et qu'ils n'ont pas le retrait, ils sont dans la merde. D'accord ? Encore une fois, un broker qui ne peut pas honorer les retraits, ça veut dire qu'il a menti. Et que vous ne pouvez pas créer des tokens que vous n'avez pas. C'est pour ça que je vous l'ai dit et que je vous le redis. 9% dans les exchanges, avec des tentatives de réaccumulation dans des zones basses de range qui échouent aussi lamentablement, qu'on le voit sur les chiffres on-chain, de voir des vieux wallets qui sont probablement en train de se faire payer pour ramener de la volatilité, pour ramener de la liquidité dans les exchanges, je me dis surtout pour ma part que c'est plutôt inquiétant quant à un redémarrage de la volatilité si elle se produit. Je ne dis pas que la volatilité va exploser, to the moon bro, on est reparti en bull run, etc. Je dis juste que si ça se produit, ça va pisser le sang et que je le sais déjà. Ok ? Donc vous faites très attention à la volatilité, s'il vous plaît. Je vous dis juste, je ne connais pas l'avenir, je dis juste que j'ai probablement plus de chances que mes opposants d'avoir raison et que si j'ai raison, ça va péter dans tous les sens. Parce que si on va à 5% de supply dans les exchanges, vous allez voir des trucs que vous n'avez jamais vus sur Bitcoin.
Par jamais vu, j'ai pas dit qu'on va à 2 millions. J'ai juste dit que le comportement des prix va être tout sauf quelque chose auquel vous avez été habitué. Et que dans le cas précis des cryptocurrencies, le supply ne peut pas être créé ex nihilo. Si on va chercher le paroxysme de la connerie, c'est-à-dire plus ou très peu de supply dans les exchanges, c'est le jeu des chaises musicales qui va commencer et ça va pas être joli à voir. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. C'est pas le but de vous pumper le truc et de vous dire « Ah putain, il m'a trop hypé, vas-y, j'achète, nique sa mère ». D'une part, vous devriez déjà l'avoir fait depuis longtemps. De deux, vous ne devez rien faire sur cette zone. Et de trois, encore une fois, restez patient. Ne vous faites pas manipuler, point barre. Mais ce qu'on voit de toute façon, pour l'instant sur les métriques on-chain, c'est que ça marche pas. Et c'est ça pour moi le plus dramatique. Et le message que je veux ressortir de ces Wyckoff, c'est que malgré toutes les tentatives, en appliquant des stratégies de manipulation bien connues de décades d'expérience financière de traders, ok, et je ne parle pas de la mienne, Wyckoff, ce sont des patterns qui se sont construits après des décennies de trading parce que ce sont les plus efficaces pour réussir à faire des conneries aux gens. Ce qu'on voit ici, c'est que ça ne marche pas. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. C'est que malgré ces patterns d'anthologie à l'efficacité plus que reconnue, ça ne marche pas. Et moi, c'est ça qui m'inquiète plus que de savoir si on est en redistribution ou en machin ou en bidule. Parce qu'il y a quand même plus de chances qu'on soit en réaccumulation. Il y a beaucoup de chances qui montrent que ça ne marche pas beaucoup pour l'instant. Voilà, ceci dit, allez, ciao ciao.